Hop. Eh ben bonjour tout le monde, très content d'être là avec vous aujourd'hui. On va passer 50 minutes à parler d'incidents techniques et surtout de comment les gérer. Je m'appelle Orgix, même si j'ai aussi un vrai prénom, mais en tout cas c'est sous ce nom-là que vous me trouverez un peu partout en ligne. D'ailleurs pour les slides après la conférence par exemple, c'est maintenant sur Blue Sky et puis sur Twitter. Et actuellement, je bosse pour une boîte qui s'appelle Payfit, qui est une licorne française, vous savez, les startups qui ont bien grossi, qui sont plus vraiment trop des startups et qui valent très cher. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on édite un SaaS qui fait de la gestion de paye et SIRH. En gros, on fait en sorte que ce soit pas compliqué pour les TPE, les PME de payer leurs employés. Voilà, qu'il y ait des fiches de paye qui soient lisibles, justes, à l'heure, etc. Poser les congés, les notes de frais, ce genre de choses. Moi mes délires c'est tout ce qui est automatisation, Rust, bref les trucs qui voilà, j'aime bien construire des systèmes autonomes, résilients, qui marchent bien, qui ronronnent bien. Alors c'est pas toujours le cas, sinon je serais pas là à parler d'incidents. Mais sinon tout ce qui est avec le native et l'open source. Et chez Payfit actuellement, si vous voulez montrer dans une case, c'est la case de SRE, de Site Reliability Engineer. Je voudrais commencer vite fait sur pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire ce talk à la base. Et pour ça je voudrais vous présenter quelqu'un que a priori vous connaissez pas. Ça s'appelle Ophélie. C'est quelqu'un qui bosse côté Customer Success chez Payfit, c'est-à-dire côté support client depuis à peu près 4 ans maintenant. Et une deuxième personne que je voudrais vous présenter, alors c'est pas vraiment une personne, c'est une boîte, on va l'appeler Baloo. C'est une boîte qui existe vraiment. Alors, elle a été renommée, on n'a pas vraiment de client qui s'appelle Baloo, j'ai vérifié. Mais, du coup, voyons un petit peu une interaction entre Baloo, c'est vraiment quelque chose qui a eu lieu, et le support client de Payfit. C'est littéralement des screenshots de Salesforce. On est sur quelque chose de 2021-22 je crois, où voilà, login impossible. On va lire ensemble un petit peu l'interaction qu'il y a eu, j'espère que c'est lisible. Oui, très bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous remercie de nous avoir remonté l'information, c'est la réponse du support client. Donc déjà très cordial, super. On se dit déjà avoir remonté l'information, alors normalement on aimerait être au courant avant que les utilisateurs nous le remontent. Ça n'empêche pas de les remercier quand ils nous le remontent, ceci dit. La suite est un peu plus intéressante. Il se peut qu'il y ait eu des lenteurs ce jour. Généralement, l'accès revient rapidement. Si son accès est toujours indisponible demain, je vous invite à m'envoyer une copie d'écran de l'erreur afin que nous fassions des investigations. Je vous reste à votre disposition pour toute question, etc. Belle fin de journée, encore une fois, très cordiale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la partie du milieu, on peut probablement quand même faire mieux, et c'est pas très agréable. Pour qui que ce soit, hein. En face, on a un client qui accessoirement nous paye pour pouvoir gérer la paye de ses employés, et il y a quelque chose qui marche pas, avoir ce genre de réponse de « Ah, on sait pas, réessayer demain », c'est un peu la version de « Est-ce que vous avez essayé de l'éteindre et de le rallumer », mais version SaaS, quoi. C'est pas vraiment génial. Et pour la personne comme Ophélie du support client qui doit répondre ça, c'est pareil, c'est pas super, hein, c'est de l'incertitude, il n'y a rien à donner concrètement comme information. Notre objectif, là, pendant ce talk, ça va être de voir un petit peu comment éviter ce genre de situation, autant que possible. Et pour ça, je vais un peu prendre 2 angles. Alors il y aura une partie un peu sur, on va dire, les généralités. Commencer par vous parler de la notion d'incident, après vous parler du côté un peu humain, organisationnel, et on finira sur la partie pratique et outils. Et au fur et à mesure de tout se dérouler là, en fait, je vais vous distiller un peu le retour d'expérience, ou en tout cas ce qu'on fait aujourd'hui chez Payfit. Parce qu'en fait, on est parti d'assez loin. En 2021, le mot incident n'existait pas chez Payfit. On avait évidemment des incidents, hein, comme toutes les boîtes, c'est normal, ça arrive, mais on n'en parlait pas, en tout cas avec cette dimension-là. Le plus proche qu'on avait, c'était un board Jira planqué dans un coin qui s'appelait Debug Tech, de son petit nom DT, dans lequel quand il y avait un problème, quelqu'un, que ce soit un développeur, quelqu'un du support client, venait déposer un ticket, et avec un peu de chance, ça finissait par arriver sur la bonne équipe, et par être résolu, souvent au détriment d'un temps de résolution correct d'ailleurs. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est sur quelque chose quand même de beaucoup mieux. Encore beaucoup de choses à améliorer, je vous en parlerai un peu pendant le talk. Mais voilà un peu pour vous donner d'où on est parti. Et pour ça, on va prendre l'incident fil rouge. Je vous annonce que, alerte, pas de bol, il n'y a plus de café au DevFest Dijon. J'aurais adoré vous ramener la thermos vide ici. On va l'appeler Maxime, cette thermos, voilà. Mais les gens du catering ne m'ont pas laissé la prendre. Donc vous devrez l'imaginer. Donc il y a plus de café, donc voilà, potentiellement il y a des gens qui vont pas rester l'après-midi de peur de s'endormir, voilà, en plus après il y a le déjeuner, il va falloir digérer, etc. Ça peut être compliqué, donc on va prendre cet incident un petit peu fil rouge en fond, vous allez voir, et il nous lâchera à peu près au milieu du talk. Et avant de passer au vif du sujet, petit spoiler, je vais vous parler plusieurs fois d'un truc qui s'appelle Incident.io, mais je vous montrerai pas vraiment ce que c'est avant la fin. Voilà, on fera une petite démo si on a le temps, je vais un peu vous en parler. Commençons donc par la notion d'incident. Bah ouais, c'est quoi un incident?
Alors je vous épargne Wikipédia et je vous épargne ChatGPT, vous avez de la chance. Un incident, c'est n'importe quoi qui vous éloigne de votre travail planifié avec un certain degré d'urgence. Les mots-clés ici étant travail planifié et degré d'urgence. Cette définition, pour le coup, elle vient de la doc de Incident.io dont je vous parlais juste avant, en l'occurrence. Mais vraiment, on est sur l'idée que quelque chose va faire dérailler votre journée. Vous aviez un super plan, vous avez prévu d'aller développer une super feature, techniquement elle était marrante, elle a de la valeur pour l'utilisateur, c'est visible et tout, trop bien, et pas de bol, vous allez devoir arrêter ça pour aller résoudre un problème. Globalement, ça, c'est un incident. Et la question qui se pose rapidement, c'est quoi le lien avec un bug? Est-ce qu'un incident, c'est un bug? Est-ce que c'est la même chose ou pas? On va prendre quelques exemples. Imaginons que votre bug, c'est, pas de bol, vous venez de release quelque chose au niveau de la gestion de votre flow de login, et ça remplace tous les logins par un Tintin. Voilà. Bon, pas de bol, il y a des chances que du coup plus personne puisse se loguer à part la personne qui s'appelle Tintin éventuellement, et du coup que ce bug résulte en un incident que vous allez vouloir adresser rapidement. Par contre, si le bug en question, c'est un bouton qui n'a pas la bonne nuance de bleu, bon, ça va probablement pas faire dérailler votre journée. Vous allez probablement pas l'adresser tout de suite. Éventuellement, vous allez le faire, mais ça peut aussi attendre le lendemain. Donc un bug peut donner un incident, mais pas forcément. Mais du coup, inversement, est-ce qu'un incident est forcément causé par un bug? Il y en a certains, oui, c'est l'exemple de login avant, mais il y en a d'autres. Imaginons votre fournisseur de cloud favori a une région indisponible, j'en sais rien, au hasard un data center a pris feu. C'est pas quelque chose que vous pourriez qualifier comme un bug, et ça va probablement quand même vous impacter et résulter en un incident. Pourtant, c'est pas causé par un bug. Donc voilà, il y a un lien éventuel entre les deux, mais pas toujours. Et l'autre comparaison des fois qui est faite, c'est par rapport aux maintenances planifiées. Parce que on n'est pas dans le monde des bisounours, ça arrive que des fois vous deviez mettre une feature de votre application un petit peu indisponible, histoire de faire des opérations derrière. Idéalement, vous le faites aussi peu que possible, mais ça peut arriver. Et surtout, ça a les mêmes symptômes pour un utilisateur au final. C'est-à-dire que il aimerait faire quelque chose, il peut pas. Et pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir, parce que CF, la définition d'avant, c'est quelque chose qui fait dérailler un peu votre travail planifié. Une maintenance planifiée, c'est littéralement dans le nom, vous l'avez prévu, vous avez communiqué dessus en amont à vos utilisateurs, etc. Donc pour le coup, rien à voir. Et pour savoir si quelque chose a un incident ou pas, moi je vous invite à faire confiance aux gens, en fait. C'est leur instinct, leur feeling, voilà. C'est ce qu'on fait pour le coup chez Pfit. L'heuristique qu'on a, c'est si quelqu'un pense qu'il y a un incident, c'est que c'est probablement le cas. C'est peut-être pas une science exacte à 100%, mais si c'est 95%, ça nous suffit amplement. Donc n'importe qui, pour le coup, dans la boîte, peut aller déclarer un incident et dire « Ok, il y a quelque chose qui se passe mal, on va commencer à investiguer ». En général, les gens ils vérifient à quelqu'un d'autre au passage avant, etc. Mais voilà, ça peut être quelqu'un du support client, un développeur, un stakeholder, je ne sais où, quelqu'un du marketing, peu importe. Et je vous propose de faire l'essai, du coup. On va voir un peu ce que ça donne. Il n'y a plus de café au DevFest Dijon. Est-ce que vous pensez que c'est un incident ou pas? Ok, il y a des oui. Non, on voit ceux qui boivent pas de café. On va dire que oui, bien sûr, c'est un incident, sinon je vous cache pas que pour la suite de l'exemple, ça tombe un peu les pieds dans l'eau. Et par contre, tous les incidents ne se valent pas. Donc on a rapidement la notion un peu de sévérité et de criticité qui arrive. L'idée, c'est que si vous passez plus de temps à déterminer cette sévérité qu'à bosser sur l'incident, c'est pas vraiment génial. Encore une fois, je paraphrase encore un petit peu la doc d'Incident.io là-dessus. Vous pourriez avoir envie, pour déterminer la sévérité d'un incident, de vous baser sur des trucs très objectifs, un peu scientifiques, de faire des matrices avec plusieurs critères et tout. Je vous invite à oublier ça, oublier les matrices de sévérité, ce genre de choses. Parce que déjà, sur quelle métrique vous allez vous baser? Pourriez-vous vouloir vous baser sur la durée d'impact? Ouais, mais vous la connaissez pas avant que l'incident soit terminé, perdu. Alors ça vous empêche pas ensuite, après, de revenir, de réévaluer la sévérité de l'incident après coup pour vos stats, etc. Mais en tout cas, ça sert pas à prendre le degré un petit peu du truc d'entrée de jeu. Vous pourriez vouloir prendre la part d'utilisateurs impactés. Et c'est bien si vous pouvez, mais je sais pas vous, mais moi pas dans le monde des bisounours, tout ça. Là, des fois, c'est pas une information que vous avez, ou en tout cas pas que vous avez facilement. C'est-à-dire que des fois, c'est possible de l'avoir, mais il faudrait passer une demi-heure à aller chercher les bonnes métriques quelque part, à investiguer. Et c'est une demi-heure que vous préférez passer à résoudre l'incident plutôt qu'à aller mesurer quel pourcentage d'utilisateurs est impacté. Ça va dépendre souvent de la feature qui est impactée. Typiquement, un incident sur votre page de login aura des chances d'avoir une sévérité plus élevée en général que la page de FAQ paumée au fin fond de votre app. Et dernier point, vous pouvez vouloir prendre en compte le moment du jour, de la semaine, du mois. Je vais prendre notre exemple, nous pour le coup chez Pfit, logiciel de paye. La plupart des boîtes payent leurs employés à la fin du mois. Un incident qui a les mêmes symptômes, vraiment le même problème, selon qu'il arrive au milieu du mois, un dimanche à 3h du mat', ou en fin de mois, un mardi en pleine période de paye, en l'après-midi, ça va pas du tout être la même sévérité. Pourtant, c'est le même problème.
Et ce qu'on fait du coup là-dessus, c'est qu'en fait, nous, on a 4 sévérités. Sévérité 1, 2, 3, et arrivez-vous à compléter la 4e. Sévérité 4, de la plus grave à la moins grave. Sévérité 1, on est sur quelque chose qui... c'est vraiment branle-bas de combat. Le business est presque en péril, c'est typiquement l'application est indisponible pour tout le monde. Et personne, globalement, va avoir rien de mieux à faire que de venir aider s'ils peuvent. Sévérité 2, on est sur quelque chose qui impacte une large partie de nos utilisateurs, sur des features importantes, voilà, il y a des chances que beaucoup de gens interrompent un peu ce qu'ils font pour venir troubleshoot et corriger. Sévérité 3, on commence à être sur des choses un peu plus localisées, des features en particulier d'une app, où ça va concerner qu'une équipe, typiquement. Et sévérité 4, on est presque plus sur de l'anecdotique, où on va déclarer l'incident presque plus à des fins de métrique et d'amélioration continue derrière qu'autre chose. Vous noterez que je vous ai pas écrit de définition là, et que ce que je viens de vous raconter, c'est à peu près le feeling que j'en ai. On a probablement une définition écrite pour ces sévérités, quelque part, paumée dans une page Notion, probablement, que tout le monde a oublié, y compris ceux qui l'ont écrit, même moi. Mais ce qui importe, en fait, c'est que culturellement, on est à peu près aligné là-dessus. Aujourd'hui, quand on parle d'un CF1, d'un CF2, ça parle à tout le monde, on a une idée de à quoi ça correspond en fait. Même les gens qui débarquent, qui arrivent dans l'entreprise, on a malheureusement quand même pas mal d'incidents, alors heureusement de moins en moins et de moins en moins sévères, mais on va dire qu'ils ont l'occasion de voir des incidents pour se faire un petit peu à ok, c'est quoi un incident de sévérité 3 à peu près. Et du coup, pour déterminer la sévérité, en fait, c'est au jugé des gens qui sont sur l'incident en fait, à un instant T. Et on va avoir tendance à favoriser de revoir les sévérités à la hausse si jamais c'est quelqu'un émet cette hypothèse par exemple. Là je pense qu'en fait non, je pense que là c'est plus sévère que ce qu'on a cru initialement parce qu'on vient de trouver ça, c'est peut-être plutôt un CF2 qu'un CF3, on va pas trop hésiter à le revoir dans ce sens là, on va plus hésiter à le revoir à la baisse par contre. Et c'est pas trop mal comme heuristique. Une fois par mois, on a un petit rituel qui s'appelle l'incident review, pendant lequel en fait on va prendre tous les incidents qui ont eu lieu le mois passé, puis on va regarder, on va essayer d'en dégager un petit peu des tendances, voir s'il y a des choses intéressantes qui en sortent. C'est aussi l'occasion de se poser, de regarder justement les sévérités. Typiquement, vous pouvez être sûr que dans ce call-là, il y a quelqu'un, s'il y a un incident qui est sous-évalué niveau sévérité, il y a quelqu'un côté support client dans le call qui va dire non, moi je pense que celui-là était plus sévère que ce qu'on l'a évalué, ça nous a vachement embêté côté support. On a eu plein de tickets de la part d'utilisateurs, etc. Donc on les réévalue à ce moment-là. Cette réévaluation, c'est 3% à peu près des incidents. Donc c'est une marge d'erreur largement suffisable, on est ravi de gagner du temps dans l'investigation, dans l'estimation de la sévérité, à pas trop se prendre la tête avec une matrice de 10 par 10 sur laquelle il faudrait 2 jours de formation pour déterminer la sévérité d'un incident, quoi. Et du coup, je vous propose qu'on essaye un petit peu et qu'on voit ce que ça donne. Il n'y a plus de café, donc au DevFest Dijon, qui pense que c'est de la sévérité 1 le truc le plus grave qui puisse arriver à la conférence? On voit ceux qui sont accros. Sévérité 2. Sévérité 3. Ok, quand même. Sévérité 4. Ok, voilà, un exemple typique, il semble y avoir quand même un gros consensus qui se dégage sur le fait que ça soit de la sévérité 3. C'est marrant, ça dépend des conférences à quel point les gens sont accros au café, on dirait. Donc notre incident sera de sévérité 3 désormais. Mais dans tous les cas, le mieux c'est quand même d'éviter que les incidents arrivent, en fait, d'éviter qu'ils se produisent. Mais un incident c'est celui qu'on n'a pas. Et pour ça, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Alors que ce soit des choses qui sont classiquement rangées dans le carcan, des trucs Ops et affiliés, des tests de charge, du chaos engineering, des canary release, mais aussi dans ce que vous allez développer en fait. Ça passe par évidemment les classiques tests, etc., mais aussi par avoir des mécanismes de retry qui soient bien configurés, auxquels vous avez vraiment accordé de l'attention, de la back pressure, du circuit breaker, des choses comme ça. Dans tous les cas, par contre, peu importe tout ce que vous faites, même si vous faites tout ça, le risque sera jamais à 0. Vous aurez forcément un moment des incidents, toutes les boîtes en ont, même les plus gros, celles qui font des trucs les plus cool techniquement, elles en ont. Donc l'important c'est de se préparer un petit peu et de savoir les gérer. Et pour ça, on va commencer par le côté humain et organisationnel. Il y a quelque chose qu'on fait là-dessus chez Payfit, qui est assez présent dans la littérature de manière générale, même si c'est sous divers noms, c'est le rôle d'incident commander. C'est le fait de se dire qu'il y a quelqu'un dans un incident qui va avoir une casquette un petit peu pour gérer les trucs méta autour de l'incident. Typiquement, quelqu'un qui va s'occuper de la communication autour de l'incident, qu'elle soit publiquement ou en interne. C'est quelqu'un qui va s'occuper un petit peu d'orchestrer le côté investigation, d'aller décider si oui ou non, là il y a plusieurs pistes, ok, est-ce qu'on ferait pas 2 groupes pour aller investiguer en parallèle. C'est quelqu'un qui va aller s'occuper d'aller pinguer les équipes qui potentiellement pourraient apporter quelque chose dans la résolution, qui sont peut-être concernées. Et c'est quelqu'un qui va remettre un peu l'impact au centre du débat de l'incident. Parce que je sais pas vous, mais moi en tant qu'ingé, quand je suis en train de creuser un truc, j'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Et ça va très vite de se retrouver à se dire non mais je pense que c'est là-bas, si je vais voir les logs de tel service, je pense que je vais trouver, je suis sûr que c'est là-bas. Et vous pouvez être sûr que c'est pas là-bas, que c'est l'étape encore après ou celle encore après. Donc ça va très vite de rentrer dans un tunnel là-dessus, et c'est utile d'avoir quelqu'un qui est là
pas activement dans le troubleshooting, et qui va dire, ok, temps mort, ça fait 5 minutes qu'on investigue, ça mène nulle part, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour mitiger l'incident, est-ce qu'il n'y a pas juste quelque chose qu'on peut rollback, par exemple, ce genre de choses. Bref, quelqu'un qui va un peu prendre du recul. Et l'incident commander chez Payfit, souvent, ça va être celui qui déclare l'incident. Alors, pas forcément, mais en tout cas, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Ça finit en général par échoir, au fur et à mesure, ça évolue au fur et à mesure du cycle de vie de l'incident. En général, à la fin, ça finit sur l'engineering manager qui est le plus proche du scope qui est concerné par le problème, notamment pour le côté post-mortem et action de suivi ensuite. Mais vous noterez que du coup, actuellement, on n'a pas de personnes, par exemple, qui sont formées ou qui sont dédiées à ce genre de choses. C'est peut-être des choses d'ailleurs qu'on pourrait faire, aller former des gens un peu plus sur le côté incident management, aller faire des sortes de kata comme on ferait sur du code pour s'entraîner à gérer des incidents pour être le plus efficace possible. C'est peut-être des choses qu'on finira par faire. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le cas. Ça se passe quand même globalement correctement là-dessus. Et du coup, qui veut être notre incident commander sur cet incident? Je vous promets, ça vous demande rien d'autre que éventuellement lever la main et donner votre prénom. Est-ce qu'il y a un volontaire? Il va en falloir un, sinon je vous garantis, je bouge pas. Oui. Comment tu t'appelles? Mathieu. Merci Mathieu. Donc Mathieu sera notre incident commander pour cet incident. Et du coup, quel serait le rôle de Mathieu par rapport au fait qu'il n'y ait pas de café? Il s'en est rendu compte, voilà, Mathieu adore le café. Tu adores le café, Mathieu? Mathieu adore le café. Il dit c'est un problème, il faut l'adresser avant que des foules en délire se piétinent les unes les autres et sortent de la conférence, avant que les gens aillent agresser le traiteur, etc. Donc, il va, par exemple, aller mettre des petites affichettes sur le café pour dire « Ah, désolé, on a pu arrêter d'essayer de défoncer le bouton pour vous en servir. » Il va peut-être passer à la fin des talks pour aller dire aux gens du staff de la conférence « à la fin du talk, dites un petit mot comme quoi, on sait, il n'y a plus de café, désolé, ça revient, le traiteur a mal calculé le truc, il y en aura, vous en faites pas à la fin du déjeuner, etc. etc. » C'est typiquement le genre de choses que Mathieu pourrait faire. Et cette communication, qu'est-ce qu'il pourrait garder en tête Mathieu sur des incidents un peu plus tech, par exemple? Déjà, adapter le niveau de technicité aux différents interlocuteurs et aux différents canaux. Vous n'allez pas passer les mêmes messages et de la même manière selon que vous allez parler de mettre une update un petit peu de manière globale sur votre incident pour votre support client, afin qu'ils sachent c'est quoi l'impact pour les utilisateurs, que si vous allez parler à vos C-level, le marketing qui sont inquiets pour l'image de la boîte, que si vous allez poster un résumé des root causes que vous avez exclus et pour quelles raisons dans le channel où vous discutez de l'incident. Dans tous les cas, faites preuve de pas mal d'empathie, parce que les incidents, il faut garder en tête que c'est des situations qui sont pas forcément très agréables, qui peuvent des fois être un peu stressantes, et pour tout le monde. Je vais prendre encore une fois l'exemple du support client. En face, ils ont des clients qui sont potentiellement pas contents. Nous, chez Payfit, je vois un gros incident en fin de mois, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas payer leurs employés. C'est pas agréable comme situation, ils sont pas contents. Ils ont potentiellement leurs collègues qui disent « ouais mais moi je veux ma paye en fait ». Donc forcément ça donne des situations avec le support client qui sont parfois pas tout le temps évidentes, donc pas mal d'empathie pour le support client. Ça aide pas mal garder en tête que eux sont dans une situation où potentiellement ils ont plusieurs clients qui gèrent en parallèle et qui sont pas contents. Pareil, quand vous allez chercher quelqu'un, imaginez vous en tant que développeur, on vient vous voir et on vous dit « ouais, tu peux rejoindre l'investigation de l'incident, là, on soupçonne que c'est ce que tu as release il y a 1 heure qui est en train de causer un incident pour tous nos clients. » Vous rentrez pas dans la discussion avec le feeling le plus positif, vous êtes un peu inquiet en mode « ah mince, c'est ce que j'ai vraiment fait une erreur, etc. » Enfin donc voilà, et l'empathie, c'est des situations potentiellement un peu stressantes, et pareil pour des fois les profils un peu plus ops qui se retrouvent des fois à investiguer des systèmes sur lesquels ils connaissent pas forcément grand-chose, en termes en tout cas applicatifs. Dans tous les cas, ces communications, restez factuel et transparent. Il faut pouvoir se dire, c'est important que c'est grave, on n'a aucune idée de la route cause et on ne sait pas quand ça serait résolu. Par contre, dans 10 minutes, on vous réupdate pour vous dire si oui ou non on a commencé à avoir des pistes, etc. Il faut pouvoir se le dire quand c'est grave. Pour autant, allez pas non plus empirer les choses et crier au loup. Donner de la visibilité sur la suite, typiquement quand est-ce que vous estimez que ça sera résolu ou mitigé, etc. Ça aide beaucoup. Dans tous les cas, vous devrez beaucoup répéter. Vous aurez probablement des gens qui viennent vous poser des questions sur des choses que vous avez déjà partagées. C'est normal dans ce genre de situation. Faut l'accepter. Et rester zen, ça aide énormément. Je sais qu'on a beaucoup de chance là-dessus, nous, chez Payfit. À la fin des incidents, des fois, on a même une fois quelqu'un qui a dit « Ah, c'était sympa comme investigation, j'ai hâte du prochain ». Je vous cache pas qu'on espère que le prochain est quand même aussi loin que possible, mais c'est vrai que techniquement ça peut donner des situations intéressantes, mais en tout cas ça montre que c'est assez détendu, même si ça reste sérieux bien sûr.
Côté communication, chez Payfit, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on adore Slack, on a tout sur Slack, j'ai dû envoyer 5 mails en 4 ans, je crois, et on a un channel Slack par incident, qui est dédié vraiment à l'incident, au partage d'informations très opérationnelles dessus. Ça peut être des liens vers des pull requests à valider pour aller corriger quelque chose, des liens vers des dashboards, des snippets de code, ce genre de choses. C'est aussi les channels que n'importe qui peut rejoindre pour poser une question et voir un peu comment ça se passe. Et en plus de ça, on a un channel unique qui s'appelle Incident tout court, dans lequel on a un message par incident, qui résume un peu l'incident lui-même. Et en thread, on a les messages un peu plus haut niveau, avec les mises à jour de qu'est-ce qui se passe sur l'incident. C'est typiquement le channel, il y a quasiment toute la boîte dessus déjà, mais qui va être surveillé par les différents stakeholders, par le support client pour savoir ce qui se passe, pour aller souscrire un peu, s'abonner aux différents threads pour savoir un peu comment ça se passe. Et en plus de ça, on a une war room qui est juste un nom très pompeux pour dire un call Gmit par incident, dans lequel les gens se retrouvent pour aller discuter, investiguer, etc. C'est plus efficace en direct. Et ce qui est important, c'est que ce call, il est disponible, ouvert pour tout le monde. Le lien, je veux dire, il est attaché à l'incident, et n'importe qui peut venir et poser une question, que ça soit un développeur qui se dit « Ah mince, j'ai commencé à avoir des logs un peu inhabituels là dans mon service, des erreurs un peu que je sais pas trop d'où elles sortent, est-ce que ça pourrait être causé par cet incident ?» Ou quelqu'un du support client qui voudrait poser des questions par rapport à la manière dont ça peut impacter un de ses clients, par exemple. Et la communication, c'est surtout valable en journée, puisque la nuit, en général, les gens dorment, je dis en général, et donc, du coup, vous allez potentiellement vouloir organiser des rotations d'astreinte. Alors, ça dépend beaucoup de la taille de votre boîte. Typiquement, si vous avez une boîte qui est énorme, répartie aux 4 coins du globe, même si un globe n'a pas de coin, vous avez des gens sur toutes les time zones, et vous n'avez pas besoin d'avoir d'astreinte, à part peut-être le week-end. Mais dans la plupart des cas, vous avez quand même besoin d'avoir quelqu'un qui peut se réveiller la nuit, et donc qui reste disponible, opérationnel, qui ne va pas aller au bar boire 5 pintes, qui ne va pas aller randonner en montagne sans réseau, par exemple. Et vu que c'est contraignant, ça se compense. Pour à titre indicatif, du coup, voilà comment nous on compense les astreintes chez Payfit. Je dis que c'est le genre de choses qui est rarement partagé, sur lesquelles c'est intéressant d'avoir un peu des points de comparaison. En semaine, une nuit c'est 80 €, un samedi 150, un dimanche au jour férié 200, sachant que ça c'est les compensations pour rester disponible et opérationnel à ces moments-là quand on est d'astreinte. Il y a en plus des compensations si l'astreinte se déclenche, du repos, etc. Mais du coup, ça veut dire aussi que pour avoir juste quelqu'un à n'importe quel moment de l'année, la nuit, jour férié, samedi, etc., disponible, ça coûte 40 000 € à la boîte. Et cette rotation d'astreinte, une fois que vous avez enfin réussi à la financer, ça s'organise. Et pour ça, vous avez plusieurs manières de le faire. Mais surtout, ça va beaucoup dépendre de la taille de votre boîte. Parce que, spoiler, par exemple, si vous êtes une start-up de 3 personnes, vous êtes tous les 3 d'astreinte, H24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Mais quand vous commencez à avoir une taille, vous pouvez commencer à vous poser des questions sur comment organiser votre rotation d'astreinte. Vous avez globalement deux grandes approches. Soit vous allez vouloir avoir une équipe un peu centrale, qui gère l'astreinte pour un peu tous les scopes de votre boîte. Alors ça veut dire que du coup, dans cette équipe-là, il doit y avoir des gens qui ont une très très large connaissance sur votre stack, sur les différents services qui tournent, et qui sont très à même d'aller troubleshoot à peu près n'importe quoi. Et pour faciliter les choses, là-dessus, vous pouvez envisager d'avoir des binômes d'astreinte, 2 personnes qui travaillent en même temps avec des profils un peu complémentaires. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a déjà un excellent talk de quelqu'un qui s'appelle Damien Paco qui était fait à DevOps Rex 2018 là-dessus. Vous avez le recording en ligne, ça s'appelle mise à l'échelle d'une équipe d'astreinte dans un contexte de forte croissance. Et si vous avez une équipe centrale, quelque chose à garder en tête aussi, c'est faire attention au dimensionnement de cette équipe d'astreinte. Si elle est trop petite, ça aura un peu trop de pression sur la vie personnelle des gens et c'est compliqué d'échanger. Typiquement, si vous êtes 2 ou 3 de la rotation d'astreinte et que vous deviez être d'astreinte ce week-end mais pas de bol, vous avez aquaponé, il n'y a plus qu'une autre personne, si vous êtes 2, qui peut prendre. Et si cette personne elle a aquaponé aussi, il y en a un de vous 2 qui va devoir sacrifier son dimanche aquaponé, quoi. Et inversement, par contre, faites attention à ce qu'elle soit pas trop grosse. Il y a des effets auxquels on s'attend pas forcément. Mais typiquement, si vous avez une rotation avec une quinzaine de personnes dedans, les gens sont quasiment jamais d'astreinte, ils vont pas pratiquer. À tous les coups, le jour où ça sonne, c'est le jour où ils se rendent compte que ah mince, j'ai pas les accès à cet outil dont j'ai besoin pour corriger. Et puis aussi des effets pas forcément super simples, mais qui existent par rapport aux attentes individuelles de rémunération sur l'astreinte qui se mettent en place si ça atteint une certaine taille. L'autre alternative à une équipe centrale, c'est d'avoir chaque équipe un peu produit, selon comment vous êtes découpé, mais qui est l'astreinte sur son scope. Pour le coup, moi ça je l'ai vu chez Photobox en 2016, j'étais super impressionné, parce que moi j'arrivais en tant qu'à l'époque bon vieux Ops, et je rejoignais une équipe composée jusque-là uniquement de dev. J'avais jamais vu du monitoring aussi pertinent. Parce qu'en fait, l'équipe, elle était vraiment responsable de son service. C'est-à-dire que si l'astreinte ne se déclenchait pas, qu'ils avaient du mauvais alerting,
ils se faisaient pas réveiller et le lendemain ils étaient tenus responsables du fait que leur service qui était attendu fonctionnel ne marchait pas. Mais inversement, s'il y avait des faux positifs, c'est eux qui se faisaient réveiller la nuit en fait pour rien, et que s'ils corrigeaient pas, qu'ils allaient se faire réveiller de nouveau la nuit suivante, etc. Donc ça marche bien pour moi, je pense que c'est la meilleure approche, mais attention au coût du coup. C'est ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que si vous décidez d'avoir cette approche-là, et que vous avez une dizaine d'équipes produits, 10 fois 40 000, vous en avez pour un budget de 400 000 balles à l'année, ça commence à faire. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que chez Payfit, nous on a une équipe d'astreinte actuellement qui est centralisée, qui fluctue autour d'à peu près 6 personnes. C'est principalement des profils SRE, on va dire, mais c'est pas forcément quelque chose qui a vocation à rester immuable. On pense qu'un jour, on n'a pas trop de doute sur le fait qu'on aura certaines équipes produits d'astreinte sur leur scope. Je dis bien certaines ici, parce que probablement pas toutes, pour des raisons, comme je le disais, un peu financières notamment. Mais par contre, avoir les équipes qui gèrent les composants les plus critiques, les plus centraux, etc. de l'application d'astreinte sur leur scope, ça peut avoir du sens. Ou qui par exemple, gèrent les parties les plus complexes, et du coup les plus complexes à troubleshoot pour quelqu'un qui les connaîtrait pas. On aura probablement un milieu, on est en train de commencer à voir comment justement intégrer certains développeurs d'équipes produits un peu clés dans les rotations d'astreinte, peut-être en mode binôme. Voilà, c'est quelque chose qu'on est en train un petit peu d'évoluer. Dans tous les cas, on pourrait faire un talk dédié là-dessus, mais du coup, on va pas le faire, allez voir celui de Damien Paco, dont je parlais plus tôt. Sinon, venez discuter après le talk. Et du coup, maintenant qu'on a parlé du côté humain organisationnel, on va parler un peu du côté pratique et outils. Et pour ça, on va prendre un peu le cycle de vie d'un incident. C'est-à-dire que on va partir de la détection, pour passer ensuite sur le côté alerting, communication, résolution, et à la fin, amélioration continue. L'incident, ça commence quand? Ça commence quand on est au courant qu'il y en a un, donc ça se détecte. Et comment est-ce qu'on le détecte? On va aller alerter. Sur quoi? Idéalement, vous voulez alerter sur des métriques métiers. J'insiste ici sur le métier. Ça peut être, j'en sais rien, si vous faites du retail en ligne, vos nombres de commandes sur les 5 dernières minutes, ou le nombre de fiches de paye que vous avez générées ces 24 dernières heures, ou des choses au niveau de votre flow de login, par exemple, nombre de logins réussis ou échoués ces dernières minutes. Bref, ce qui importe éventuellement à votre métier. Si vous avez d'ailleurs des niveaux de service que vous garantissez contractuellement, ou sur lesquels vous avez des objectifs en interne, donc des SLA ou des SLO, c'est probablement des très bons candidats sur lesquels avoir des alertes avant qu'ils se dégradent plus loin et que ça devienne, pour le cas de choses contractuelles, un problème légal. Ça veut aussi dire que on commence à rentrer dans le fait que les incidents, c'est aussi une problématique métier et produit. D'aller voir un peu, ok, qu'est-ce qui importe en fait là-dessus, et ça impacte tout autant le côté développement de votre service, de votre application, que la manière dont elle est opérée. Parce que ces métriques, vous allez devoir les calculer, les implémenter, les remonter, etc. Après, si vous n'avez pas de métriques métier, basez-vous sur des métriques techniques à défaut, les rates d'erreur, le nombre d'appels, ce genre de choses. Et si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous avez juste des logs dans un coin, faites avec ça, ça sera mieux que rien. Mais idéalement, les métriques métiers, ça reste le mieux. Et ça, pour aller les analyser, les récupérer, et puis remonter les alertes, vous avez pour le coup beaucoup d'outils qui le font. Je vous en ai mis un échantillon ici, côté open source, vous allez avoir tout ce qui est Prometheus Alert Manager. Sur la taille de votre compte en banque, vous allez avoir Datadog. Et sinon, Honeycomb, on voit ceux qui sont chez Datadog, c'est ceux qui rient à cette blague. Sinon, Honeycomb, ils font aussi des choses très sympas. Mais vraiment, il y a plein d'autres alternatives, vous avez probablement quelque chose qui est capable de le faire dans un coin, dans votre boîte, donc prenez ce que vous avez sous la main. Et enfin, une fois que vous avez détecté qu'il y a une alerte, cette alerte, il faut l'acheminer, il faut aller informer les bonnes personnes, il faut aller faire l'escalade. Pour ça, en général, maintenant en 2024, ça finit sur votre outil de chat favori. Je croise les doigts pour vous que ce soit pas Teams. En tout cas, nous, c'est Slack, la journée. Et la nuit, ça part vers PagerDuty, qui reste quand même un peu la référence là-dessus. Après, Opgenie font des trucs sympas aussi, et Incident.io, encore eux, viennent de sortir des features pour gérer l'on-call, sur lequel d'ailleurs on va transitionner. Côté alerting, nous chez Payfit, on se repose pas mal pour les choses les plus critiques sur les synthétiques de Datadog. Donc aller simuler des chemins utilisateurs, entre guillemets, et alerter si quelque chose se passe mal sur ces chemins utilisateurs. Et tout ça, c'est routé vers Slack la journée et vers PagerDuty la nuit pour l'astreinte. Même si, comme je le disais, on est en train de transitionner vers Incident.io pour ça. Et malheureusement, on a encore
vraiment trop peu de métriques métiers. Je vous disais ça comme c'est un peu ce qu'on cherche à atteindre, mais on en est encore loin. Notamment les questions qui se posent ensuite, c'est typiquement par rapport à l'astreinte. Si vous alertez sur des métriques métiers, il faut aussi falloir avoir des runbooks, des choses sur comment intervenir dessus, qui sont peut-être un peu plus complets, parce que c'est plus compliqué pour quelqu'un qui se fait réveiller, qui connaît pas forcément ça, de réussir à faire le lien entre ok, on a telle problématique en termes de signal métier, d'où ça peut venir derrière. Ce qu'on a qui marche bien, c'est par contre un channel qui est partagé, ouvert pour tout le monde, avec toutes les alertes les plus critiques qui sont routées. Et là-dessus, il y a tout le monde. Tout le monde, non. Il y a beaucoup de gens et des profils surtout très variés, que ce soit des devs dans des équipes, des engineering managers, notre CTO, des SRE. Je cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de monde du support client, parce que, comme je vous le disais, les alertes sont encore un peu trop techniques à notre goût, et du coup, c'est pas forcément très compréhensible. Mais en tout cas, voilà un petit peu où on en est là-dessus aujourd'hui, sur lequel on peut pas mal s'améliorer. Une fois que vous avez détecté qu'il y a un incident et que vous avez alerté, vous allez souvent vouloir communiquer dessus, aller partager un peu l'information sur le fait qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Pour ça, la base, ça reste d'avoir quand même une status page. L'idée étant, déjà publiquement, d'avoir une page qui va dire quels services sont impactés, dans quel état ils sont, etc. L'objectif, c'est de faire en sorte que vos utilisateurs puissent eux-mêmes en fait savoir qu'il y a un problème et quand il sera résolu. Ça leur évite peut-être un peu de frustration, et ça évite surtout aussi des tickets à votre support client. Ça leur évite plein de questions de est-ce que c'est juste moi qui ai un problème, ou voilà. Donc status page, et là par contre vous pouvez envisager d'en avoir deux. On parle souvent des status pages publics, mais en interne ça peut être pertinent d'en avoir une aussi, parce que vous aurez potentiellement pas les mêmes choses dessus. Déjà peut-être pas les mêmes niveaux de détail, selon. Je vous invite à quand même être aussi transparent que possible publiquement. Mais surtout, il y a des choses qui publiquement n'ont pas forcément beaucoup de sens. Par exemple, le back-office de votre application, s'il y a un incident qui l'impacte, il y a des chances que votre support client et je sais pas, vos sales qui s'en servent pour aller préparer des choses de démo, etc., soient très curieux de savoir que ok, il y a quelque chose qui va pas et quand ça sera résolu. Par contre, publiquement, ça a un impact assez indirect sur vos utilisateurs au final. Vous n'allez pas vouloir envoyer des notifications à tous vos utilisateurs pour leur dire le back-office est planté. Le challenge principal va consister surtout à les garder à jour, ces status pages. Vous avez globalement deux approches. Soit vous le faites manuellement, c'est-à-dire quand il y a un incident, vous allez sur la status page, vous la mettez à jour et tout. Mais ça a l'inconvénient, déjà c'est manuel, donc c'est assez facile d'oublier, et surtout pour faire les bons messages, ça peut vite être un peu compliqué des fois. Typiquement, nous jouons chez Payfit, on est en Grande-Bretagne, en France et en Espagne. Ça veut dire que tout de suite, si on a un incident qui impacte tous nos utilisateurs, faut écrire les communications dans 3 langues différentes. Et vu que des fois, en plus, c'est des choses avec des situations un petit peu sensibles, vous voulez être très sûr de votre wording que vous allez employer, peut-être pas le passer dans votre traducteur automatique favori. Si vous le faites pas manuellement, vous pouvez aussi envisager de l'avoir automatiquement. Ça implique d'avoir une sorte de un peu base de référence des incidents, de l'état dans lequel ils sont, mais vous pouvez imaginer avoir une status page automatiquement à jour qui reflète un petit peu l'état de vos incidents en cours et des métadatas qui y sont attachés. On en parle un petit peu avec Incident.io. Et vu qu'on parle de communication publique aussi, la grande question, ce qui arrive aussi, c'est à partir de quand est-ce qu'on met à jour la status page, qui va le faire, etc. Là, ça encore une fois, ça dépend énormément de votre boîte, de votre taille, de votre secteur d'activité, de plein de choses. Par exemple, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai compris chez AWS, quand ils mettent un incident sur la status page, c'est qu'un incident impacte plus de 50% des utilisateurs dans une région donnée. C'est énorme. Voilà, le seuil est très haut. Vous voulez peut-être pas le mettre aussi haut, vous pouvez le mettre plus bas, mais voilà, ça dépend beaucoup de votre boîte. Nous, chez Payfit, la mise à jour de la status page, ça se fait un peu au feeling des incident commanders. Alors, ça pourrait être mieux, ça veut dire que tous les incidents ne sont pas sur la status page. La bonne nouvelle par contre, c'est que les plus critiques le sont. En général, ça, il n'y a pas trop de soucis. On a d'ailleurs pris le parti de faire en sorte qu'il y ait quand même pas mal de gens qui aient accès pour mettre à jour la status page. Dans toutes les équipes, quasiment, il y a des gens qui peuvent le faire. L'idée étant qu'on préfère avoir l'information qui est disponible rapidement pour les utilisateurs, même si c'est pas exactement formaté de la bonne manière, plutôt que de devoir aller passer un quart d'heure à trouver qui a les permissions de mettre à jour la status page. Avant, on était sur Atlassian, status page. Actuellement, on est sur Statuspal et on est en train d'envisager de transitionner ça aussi vers Incident.io, puisqu'ils ont sorti des features de status page il n'y a pas longtemps. Et ça ressemble à ça. Si vous allez sur status.payfit.com, vous aurez ce genre de choses en cas d'incident, avec la liste des services qui sont impactés, comment, la timeline de ce qui s'est passé, etc. Pardon, je vous ai spoilé la suite. Côté communication, vous avez aussi les canaux classiques. C'est bête, mais envoyer des mails à vos clients pour dire on est désolé, la paix dans les choux.
Alors par contre, bon courage pour aller convaincre vos départements légaux et branding, etc., d'aller envoyer ce genre de mail. Souvent, c'est assez compliqué, vraiment que ce soit des gros incidents qui durent dans le temps avant de vouloir envoyer ce genre de choses. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il y a des méthodes plus douces d'aller communiquer avec vos utilisateurs et sur lesquelles vous avez potentiellement un peu plus directement la main. C'est-à-dire d'aller intégrer en fait les communications sur les incidents dans votre application. Par exemple, sur certaines pages, prévoir de quoi mettre une sorte de petite bannière qui dirait on est désolé, on sait qu'il y a un incident sur cette page, telle information qui vous est affichée, elle est pas bonne, ou alors on sait qu'elle charge pas, etc. Réessayez plus tard. Ou autre exemple, on a quand même pas mal pris l'habitude maintenant sur beaucoup d'apps d'avoir une petite bubule en bas à droite, un truc de chat là que personne n'a demandé et dont tout le monde se fout souvent. Tant qu'à faire, rendez-le utile du coup. Si vous l'avez, profitez-en pour aller pousser des notifications à vos utilisateurs qui utilisent votre application pour leur dire on a un incident en cours, on est au courant, le lien vers status page il est là, allez voir si jamais vous êtes impacté. Ça vous invitera pareil des tickets au support client. Encore une fois par contre, du coup, on est sur des considérations un peu métier de comment vous allez intégrer ça dans votre application, de comment vous allez communiquer cette information-là en fait. Et il va falloir l'implémenter. Pour ce qui est communication en interne, le canal peu importe tant que c'est efficace. Le principal, c'est que l'information passe. Dans tous les cas, le plus important, ça reste quand même pour de résoudre les incidents. Le truc, c'est que ça, en fait, ça va tellement dépendre de votre stack technique que ça serait compliqué pour moi de vous expliquer comment. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses, mais ça dépend beaucoup des outils que vous avez à votre disponibilité. Il y a juste un truc à avoir en tête, c'est que l'objectif, dans les incidents, c'est d'aller stabiliser les choses, c'est d'aller limiter l'impact qu'ils ont. Je vous invite pour ça à penser à des modes dégradés de votre application. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est un logiciel de chat. En général, il y a quoi? On a un avatar, l'auteur, un timestamp et le message. Si le truc qui sert les avatars est down, vous avez probablement quand même envie d'avoir le message, l'auteur, pas juste d'avoir l'app qui dit « Ah, je suis désolé, je peux pas gérer les avatars, tu pourras pas discuter avec les gens ». Mais du coup, ça force à se poser aussi les questions de c'est quoi un petit peu votre set de features qui est vraiment nécessaire, qui est minimal un peu pour que votre application soit fonctionnelle, et ensuite d'aller implémenter ça correctement pour agir en conséquence quand quelque chose que vous essayez de joindre, par exemple, est indisponible. Une fois l'incident terminé, idéalement, on voudrait réduire les chances qu'il se passe de nouveau. On voudrait s'améliorer, que ce soit du coup sur les root causes en elles-mêmes ou que ce soit sur la manière dont il a été géré pour être plus efficace les fois d'après. La première étape pour ça, c'est de mesurer à peu près tout ce que vous pouvez. Allez pas forcément faire des objectifs, mais allez mesurer les choses. Que ce soit le temps que vous allez passer en moyenne à détecter les incidents ou à les résoudre, que ce soit les moyens de détection, quelle part de vos incidents vous détectez automatiquement avec du bon alerting, VS la part que vos utilisateurs remontent ou que quelqu'un remarque par hasard et par chance dans votre boîte, la fréquence que vous en avez, le temps que vous passez, etc. On a vu un peu un des effets positifs du fait d'avoir ce genre de mesures chez les FIT. Nous, c'est sur notamment le côté un peu de temps passé et le nombre d'incidents et le nombre d'heures pendant lesquelles ça a impacté les utilisateurs. C'est que ça aide à prioriser en fait dans les backlogs les choses de stabilité et de résilience un petit peu de l'application, parfois au détriment de certaines features produites, parce que ça rend les choses un petit peu plus visibles du coup. Et toujours pour s'améliorer, vous ne couperez pas au fameux sacro-saint post-mortem. L'idée étant de se dire, à la fin d'un incident, ça serait bien qu'on fasse une sorte de petite rétrospective, histoire de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est fait passer, comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, etc. Alors, vous avez plein d'outils pour faire des post-mortem, pour aller en écrire, globalement c'est des documents, donc vous en avez vraiment plein. Mais peu importe, pour le coup, ce qui va surtout importer, c'est d'avoir une sorte de registre centralisé un petit peu des post-mortem que vous avez, pour pouvoir les retrouver en fait si vous avez des incidents un peu similaires. Et en parlant d'outils, parlez pas trop sur les templates. Vous avez plein d'outils qui vont vous permettre de renseigner une timeline quelque part et ensuite de faire généralement un post-mortem. Et c'est super, hein, vous avez un document, il y a écrit post-mortem en haut, vous avez une timeline, vous vous dites c'est bon, j'ai un post-mortem. Non, l'idée du post-mortem, c'est vraiment de faire le boulot derrière, d'aller vérifier, ok, est-ce qu'on a bien compris la route cause, est-ce qu'on a bien compris tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on a bien noté tous les endroits sur lesquels on se dit, on aurait pu faire mieux, et surtout, du coup, d'en dériver, c'est le principal, des actions qui soient pertinentes, pour éviter qu'ils se reproduisent, notamment, mais que ce soit à court ou plus long terme. Dans tous les cas, gardez ça aussi blameless que possible, c'est-à-dire n'allez pas pointer du doigt un petit peu les gens. C'est ok dans une timeline, aller pouvoir se dire telle personne a cliqué sur tel bouton, a déployé tel service à tel moment, et c'est ça qui explique derrière que. Mais allez pas écrire dans le résumé de l'incident telle personne a causé l'incident, sinon vous pouvez être sûr que les gens vont juste planquer la poussière sous le tapis.
Ce qu'on fait chez Payfit là-dessus, nous, alors pour les post-mortem, on a eu 5 outils différents au fur et à mesure du temps, mais comme je vous le disais, c'est pas ce qui importe. Actuellement, on est principalement sur Notion, voilà. Là où on est content, c'est qu'on commence à être quasi systématique sur les post-mortem. C'est-à-dire que pendant un bon moment, je vous rappelle, on est parti d'une époque où le mot incident n'existait pas, on avait des incidents, on savait qu'il y en avait, mais derrière, il n'y avait pas vraiment de boulot de post-mortem qui était fait. Là-dessus, ça y est, ça commence à être quasi systématique. Alors, au global, par contre, la qualité reste assez moyenne. On a encore beaucoup d'améliorations à faire sur la qualité des post-mortem qu'on sort et des actions derrière qu'on va prendre en compte. Souvent, sur les incidents les plus critiques, ça va. Sur les autres, par contre, on peut encore s'améliorer. Et il faut garder en tête quelque chose, c'est attention à ce que ça ne devienne pas un frein. Les éventuelles choses que vous allez vouloir dans un post-mortem ou globalement votre flow de gestion d'incident. Si c'est trop pénible, vous avez tendance à avoir des gens qui vont dire « Ah bref, non, je ne vais pas déclarer un incident, je vais juste le résoudre très vite fait parce que j'ai pas envie de me taper le process qui va avec, entre guillemets. » Donc faites quand même les choses intelligemment. Et je vous ai parlé de plein d'outils depuis le début. Je vous ai parlé un peu de ce qu'on faisait sur Slack, je vous ai parlé de Gmit, je vous ai parlé de Jira, parce qu'on synchronise aussi ça vers des bornes, etc. pour les follow-up actions, de Salesforce pour aller lier ça avec des tickets clients, de Satuspal, de Notion, de plein d'autres trucs. Ça fait quand même beaucoup d'outils, ça fait beaucoup de choses à interconnecter, à gérer manuellement, à déclarer. Et c'est là que du coup je vous parle vraiment d'Incident.io. Avant de vous en parler plus, d'ailleurs disclaimer, j'ai aucun intérêt à vous dire ça, c'est juste que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup et qui est très cool. Je les ai vus pour la première fois à la KubeCon, le NativeCon, à Amsterdam en 2023. Je me souviens, je suis sorti du booth de sponsors qu'ils avaient, j'ai sorti mon téléphone, Slack, et j'ai écrit à mes collègues leur dire ok, il faut qu'on teste, c'est incroyable. On a fait un petit hackathon là-dessus et maintenant c'est live. Et du coup, vu que c'est live, je vous propose d'en faire une petite démo, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble quand même, parce que je vous le tease depuis le début. Ça sera très rapide. Hop. Toc. Voilà, donc ça ressemble à ça. D'ailleurs, on voit que... alors vous dites si je dois zoomer, vous levez la main, vous criez quelque chose. D'ailleurs, il faut que je teste parce qu'apparemment, ils ont une nouvelle intégration Gmit qui permet du coup de suivre le temps que les gens y passent dans des calls de troubleshooting, etc. Ça a l'air incroyable. On va déclarer un incident. Déjà, premier truc cool, j'ai pas envie d'alerter toute la boîte sur le fait que je suis en train de faire une conférence avec une démo quand même. Ils ont bien pensé le truc en fait. On peut déclarer des incidents de test pour aller justement un peu voir, expérimenter le flow. Par exemple, ça permet aux gens de s'entraîner, de voir à quoi ça ressemble avant d'arriver sur un vrai incident. On va l'appeler du coup. Oui, j'ai du text-to-speech qui me dit que j'ai changé de keymap. Il n'y a plus de café au DevFest Dijon. Hop, voilà, encore une fois. On est sur un incident, on va dire, type applicatif, voilà. Le triage, c'est le fait de pouvoir déclarer un incident, mais qui en est pas vraiment encore un. On suspecte qu'il y a un incident, mais ça n'en est pas vraiment un. Ça permet typiquement de commencer à avoir une discussion quand on a une alerte qui se lève et qu'on suspecte quelque chose qui va pas bien, et de la voir tôt, et ensuite de réagir facilement. On a dit que c'était quoi de la sévérité 3, c'est ça Mathieu, c'était bien ça? Très bien, merci Mathieu. Le summary, voilà, l'impact, on va dire que je sais pas, allez, on a perdu des données, en l'occurrence le café, ça impacte clairement la conférence en live et ça a été détecté comment je sais pas, voilà, il y a quelqu'un qui nous a remonté et qui est venu râler sur le fait qu'il n'y avait plus de café. Hop, et on va aller déclarer cet incident. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, vous voyez une petite notification en haut à droite, c'est l'incident numéro 952, on va aller du coup tout de suite dessus. Hop, j'ai un channel Slack qui a été créé, qui dit, il n'y a plus de café au DevFest Dijon, je vais pouvoir lui dire, ok, c'est moi, l'incident commander, vous voyez que vous avez déjà des boutons pour rejoindre la war room, je chope le lien vers ce call, voilà, je vous le rejoins pas, mais ça vous crée le call qui va bien, ça déclare tout à droite à gauche quand ça va bien, et ensuite vous allez pouvoir aller mettre plein d'updates, aller faire en sorte qu'ils apparaissent dans la timeline. Je vous fais pas une démo méga détaillée tout de suite, mais globalement voilà, vous allez pouvoir avoir des actions que vous voulez mener pendant l'incident, vous allez pouvoir commencer à loguer les actions de follow-up. Par exemple, si vous remarquez que machin a galéré à trouver une info parce qu'il lui manque des accès, c'est le genre de choses que vous allez vouloir loguer pour vous en occuper après, par exemple. Vous allez avoir tout ce qui va être metadata, les timestamps en fonction de quand ça a été déclaré. Si c'est déclaré automatiquement, vous avez plus de choses. Typiquement, si une fois que vous allez renseigner le moment où a commencé l'impact, par exemple, si on se dit qu'il n'y a plus de café à partir de ce matin 11h, ça allait vous calculer justement vos time to repair, ce genre de choses. On va aller faire juste une petite update en fait. Hop, vous pouvez l'update via la web UI ou via Slack, comme vous voulez, mais on va aller dire qu'il est directement résolu. Il y a des étapes intermédiaires, ça se reflète, etc. L'idée c'est que ça soit affiché automatiquement sur la status page.
Mais voilà, je sais pas. Encore une fois, oui, je change beaucoup de keymap. Je sais pas c'était quoi la résolution, mais on va dire que voilà le traiteur en ramène. C'est bon, il y en aura dans un quart d'heure. Voilà. Hop, on résout l'incident, hop, on met à jour un peu tout ce qui était éventuellement donné, etc., metadata là-dessus, on le met à jour, et ce qui est intéressant, c'est que ça va en fait après nous fournir une petite checklist un petit peu des choses à faire une fois que l'incident est terminé. Vous voyez toujours bien? Yes. Ça va vous rappeler que, au fait, la timeline, il y a des choses qui sont automatiques, hein, quand on l'a déclenché, quand est-ce qu'il a été clos et tout, mais typiquement, quand est-ce que l'impact a démarré, ça, c'est des choses que vous allez voir, vous, sur vos graphes, éventuellement. Donc, ça vous rappelle d'aller compléter tout ça. D'aller créer un post-mortem, d'aller créer un débrief, on peut peut-être d'ailleurs créer un post-mortem, hop, est-ce que, hop, voilà, ça va aller le créer, J'ai un doute parce que je sais que, justement, hier, on avait un petit souci avec Notion. Voilà, hop, on va l'ouvrir. Voilà, donc là, j'ai mon post-mortem. Alors, encore une fois, j'ai un post-mortem, j'ai un document dont il y a post-mortem dans le titre. Ce qui va m'intéresser, ça va surtout être ce que je vais aller faire sur le côté, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est un peu plus mal passé, réexpliquer un peu la route cause, détailler les choses, aller loguer les actions, etc., etc. C'est surtout ça qui va m'intéresser. Donc voilà globalement à quoi ça ressemble, du coup vous avez pas mal ça va vous sortir, je vais pas rentrer dans les détails là, mais ça va vous sortir plein de métriques, vous pouvez faire le dashboard que vous voulez par rapport à tout ça. Bref, c'est plutôt sympa. Hop. Voilà, coucou. Est-ce que vous avez récupéré la presse? Non, évidemment vous n'avez pas récupéré la presse. Hop. Hop, là vous l'avez récupéré, yes. Toc. J'en étais où? J'en étais à la démo, hein, c'est ça, voilà. Donc voilà la petite démo. En plus, ça va nous permettre de rester a priori dans les temps, d'avoir le temps pour les questions. Juste avant de terminer, du coup, un petit résumé des choses à retenir de ce talk. Je l'ai montré très rapidement, mais une scénario c'est vraiment cool. Je vous le martèle parce qu'en fait, on a tellement eu de gens qui sont venus nous dire c'est trop bien, c'est vachement mieux qu'avant, que voilà, je vais un peu vous en parler. Typiquement Ophélie dont je parlais un jour, on a une discussion dans un couloir qui disait mais c'est vachement mieux, maintenant on est au courant du coup parce qu'on a quelque part où il y a les incidents en fait, où on a la liste des incidents, dans quel état ils sont, qu'est-ce qui se passe, on peut aller voir les choses facilement, c'est vachement mieux qu'avant où on devait dire aux clients on sait pas, réessayer demain. Faites confiance aux gens, à leur instinct et leur capacité de manière générale, que ce soit pour savoir si quelque chose est un incident ou pas, pour évaluer sa sévérité, pour aller trouver les bonnes pistes à creuser. Ayez de l'empathie pour un peu tout le monde en fait, que ce soit vos collègues, peu importe leur niveau de technicité, surtout le support client, ils en ont bien besoin, c'est pas un boulot toujours évident, ou que ce soit vos clients directement évidemment. Il y a une forme d'incident commander sur les incidents, on a remarqué que ça a aidé beaucoup. Peu importe la forme que ça prend, que ce soit que vous embauchiez quelqu'un qui aura juste ce rôle-là de se pointer dans les incidents et un peu de faciliter les choses, ou que ça soit des gens que vous allez former qui ont juste cette casquette en plus, ou que ça soit la première personne qui passe et qui va le faire tant bien que mal, c'est utile d'avoir ce genre de rôle. Parce que pour le coup, gérer à la fois le troubleshooting et aller rédiger des messages un petit peu avec le bon niveau de détail pour le support, etc., pour aller mettre à jour la status page, tout faire ensemble pour une personne en général, c'est pas gérable. Je vous invite à considérer les incidents d'un point de vue produit et pas juste technique. On a parlé de mode dégradé, on a parlé de sur quelle métrique métier aller alerter, on a parlé un peu de communication intégrée dans votre application. Voilà, tout ça, considérez-le d'un point de vue produit. Impliquez vos PO, vos PM dans tout ça pour un petit peu réduire l'impact des incidents et faciliter leur gestion. Et puis enfin, allez-y pas à pas, de manière un petit peu itérative. Je vous disais en introduction du talk que PFIT, le mot incident n'existait pas en 2021. Alors, on a bien progressé depuis, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Et aujourd'hui, on est encore loin d'être là exactement où on voudrait être à la fin. On va continuer pas mal de s'améliorer. Mais vous attendez pas à sortir de ce talk-là et vous dire demain, on aura une liste des incidents avec des super post-mortem, des follow-up actions et une status page à jour. Donc allez-y, itérativement, c'est le principal de toute façon, et c'est aussi là pour ça, du coup les incidents, c'est une occasion un petit peu d'apprendre ce qui se passe mal et d'améliorer les différents systèmes. Et si, comme Mathieu ici présent, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et levé la main, votre café vous manque, je vous rassure, en fait, notre cher Tamos Maxime est toujours là et est rempli, il y a quand même du café à la conférence, voilà. En plus, juste après, c'est le déjeuner, donc je vous souhaite un bon appétit, en tout cas, merci. Bon courage à ceux qui sont d'astreinte ce soir. Et avant de vraiment vous laisser, si vous voulez les slides, vous avez le lien vers les slides sur mon Blue Sky, là, maintenant, tout de suite. Et vous serez aussi très reconnaissant si vous pouvez donner un peu de feedback, vous avez le lien vers le open feedback là.
Vous connaissez la chanson depuis ce matin, ça vous prend 10 secondes de cliquer sur 3 trucs pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous laissez un petit mot, c'est cool aussi. Voilà, merci beaucoup. Et si je ne m'abuse, on a 3 minutes pour des questions. Si vous en avez, bien sûr. Je vais répéter au pire des cas, mais vas-y, je te dis si je t'entends pas trop, je reviendrai au pire. Est-ce que ça te va si je commence à répondre à la première et après tu me poses la seconde? Parce qu'elle n'a pas l'air d'être liée. La première question, donc, je la répète pendant l'enregistrement, c'était comment on gère dans les incidents les plus graves, typiquement quand l'entièreté de l'application est down et qu'on peut du coup pas communiquer l'information. Là-dessus déjà, le fait d'avoir d'habitude une status page à jour et qui est à différents endroits, etc. L'idée c'est d'habituer aussi un peu les utilisateurs à aller la voir. Moi je sais que la plupart des services maintenant que j'utilise, si un jour j'ai l'impression qu'ils sont vraiment down, je vais taper status.l'URL du service habituel et je m'attends à trouver une status page. L'idée d'habituer ces utilisateurs, ça aide un petit peu. Après, le mieux à faire, c'est éventuellement au plus tôt possible, là où vraiment tu sers tout début ton application, prévoir des mécanismes en fait qui vont te permettre de mettre une page en disant désolé, on est down, la status page elle est là-bas. Donc typiquement c'est ce qu'on fait au niveau CloudFront en fait, dès en entrée sur les gros incidents, on a la capacité d'aller juste changer en l'occurrence l'origine CloudFront pour aller dire en fait non, on ne sert pas l'app, on sert une page comme quoi on est complètement dans les choux et on re-switch après. Deuxième question par rapport au post-mortem du coup. Ok. Je répète encore une fois la question du coup, et ça me permet de la reformuler pour voir si je l'ai bien compris. Les post-mortem, la question c'est est-ce qu'ils sont vraiment consultés après coup, est-ce qu'ils sont juste planqués dans un coin, et c'est surtout ça, c'est ça? Ok. Ça dépend un peu des incidents, j'ai envie de dire. Typiquement, mars 2023, on a eu des méga incidents, le post-mortem faisait 27 pages dans un GDoc, il a fait le tour de la boîte, tellement il était critique. On a eu des heures et des heures de downtime pour nos clients étalés sur plusieurs jours, en pleine période de paye. Vraiment, il y a des post-mortem qui intéressent plus de monde en fait, by design. Il y en a d'autres, effectivement, c'est un incident un peu moins sévère, qui vont moins intéresser les gens. Mais c'est pas forcément un problème en fait. L'idée derrière les post-mortem, c'est surtout de faire le boulot en fait, d'aller creuser, d'aller se poser. Le formalisme aussi aide un peu. D'aller se poser les bonnes questions, d'aller trouver les bonnes actions en fait. La vraie valeur d'un post-mortem en fait, c'est les actions que tu vas en tirer et le fait que tu vas prendre ces actions derrière. C'est pas tant le fait d'avoir un document. Techniquement, si le document ensuite il est oublié parce que en fait t'as pris toutes les actions et qu'il n'y a plus le problème, au contraire quasiment c'est super quoi. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié quoi. Bref. D'autres questions? Ouais. Méthodologie de gestion de projet. Alors ça dépend de ce que tu considères. Il y en a qui te diront oui, moi j'ai tendance à trouver qu'on en est très loin, je t'avoue, mais ça dépend un peu des équipes. La plupart des équipes font quelque chose qui ressemble à du Scrum. Je dis quelque chose qui ressemble à du Scrum parce que on en est voilà. Mais... Des méthodes de s'organiser et de bosser et de chipper des trucs qui vont bien avec cette approche-là. Ouais. Oui, globalement, de toute façon, en général, il n'y a pas grand-chose de plus important que tes utilisateurs et ce qu'ils vont expérimenter derrière. Donc, oui, si c'est down, tu fais dérailler effectivement un peu ton plan, et effectivement, tu t'arrêteras de développer ta feature pour aller, voilà. Typiquement, on parle d'agilité, voilà, il y a quelque chose, je crois, dans le manifeste agile qui dit working software over. Alors c'est documentation, mais il n'y a pas grand-chose de plus important que d'avoir ton soft qui marche. S'il est dans les choux, effectivement, tu arrêtes ce que tu fais, voilà. Idéalement, c'est le genre de choses que tu prévois au fur et à mesure, etc. Un petit peu, t'as des petits buffers pour gérer ça, mais... D'autres questions? Ou une dernière, on n'a pas le temps? Une dernière? Si, on a une. Ah, là-bas. Ah oui, pardon, je t'avais pas vu au premier rang, oui. Au niveau de doc, formation, etc., vous avez fait votre chose interne, vous dites aux gens, allez voir un peu la doc de PagerDuty, Incident.io. Ouais. Et comment est-ce que vous vérifiez un peu la compétence des gens dans les différents rôles? Est-ce que vous faites un peu des quiz, des formations continues, des trucs comme ça? Ok, donc la question, je répète notamment pour aussi au fond, c'est comment on gère tout ce qui est doc sur le côté gestion des incidents, comment ils se gèrent, etc. Est-ce qu'on a des formations, comment on s'assure que les gens un peu sachent les gérer, c'est ça? Alors côté doc, c'est surtout la doc d'Incident.io est incroyable. À une époque, j'avais dans ce talk une slide référence dans laquelle je linkais d'ailleurs la doc. Elle est vraiment bien faite. Après,
Bah, le mieux, ça reste en fait de la pratique en fait. Les gens ils se retrouvent dans un incident, ils voient comment ça se passe. Il y a jamais de doc qui remplacera un peu l'expérience et le fait de voir là-dessus. Donc les gens sont embarqués sur l'incident, on voit comment ça se passe. Et pour le côté formation, Incident.io ont une feature de tutorial incident en fait qui te walk through à travers un incident. Donc en fait les gens peuvent essayer eux-mêmes et voir. Et encore une fois après on se base surtout plutôt sur la pratique là-dessus. C'est des choses qu'on pourrait faire. C'est des choses que je pense qu'on prendra le temps de faire un jour où on trouvera le temps. Que j'aimerais bien faire histoire de dire, ne serait-ce que sur du volontariat, que les gens qui veulent être meilleurs dans la gestion d'incidents puissent aller se former dessus. Par contre, on n'en fera pas probablement pas des formations obligatoires, je sais pas quoi, comme plein de choses où tout le monde doit faire ça, où tout le monde cliquera sur Next et voilà quoi. Ça répond à ta question? Super. Et sinon, vous n'hésitez pas, vous venez me voir à la fin du talk, on peut en discuter ce midi autour d'un café, un verre ce soir, comme vous voulez. Merci beaucoup.